Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Après la victoire dans le match aller des demi-finales de water-polo du championnat élite homme, Strasbourg se déplaçait à Aix-en-Provence, tandis que Marseille accueillait Montpellier. Peu de doute du côté du bassin Pierre Garceau où le cercle des nageurs de Marseille s'est imposé facilement 18-7, tandis que chez les voisins aixois, 2 matchs au suspense dignes des plus grands films d'Hitchcock ont vu les locaux triompher contre les Alsaciens. Pas très loin de là, sur l'arc méditerranéen, 7 recevaient les Champenois de Reims dans un match sans enjeu véritable puisque les deux équipes joueront une Coupe d'Europe la saison prochaine. Enfin, pour terminer cet épisode, dernière journée du championnat national à hommes avec des résultats qui n'avaient jamais été aussi serrés. Allez, c'est parti! Nouvel épisode consacré donc au championnat. On attaque donc, on est en pleine période des demi-finales du championnat élite. Deuxième, voire troisième match. On verra ensuite pourquoi. Mais vous avez déjà vu probablement les résultats. Donc commençons tout de suite par Montpellier qui, après sa défaite au match aller, se déplaçait à Marseille et nouvelle défaite de Montpellier sur un score assez large en faveur de Marseille, puisque Marseille s'impose 18-7. Frédéric. Ouais, Marseille, j'allais dire, je veux pas dire qu'ils craignaient pas grand-chose de cette double confrontation, mais ils avaient déjà fait le trou au match aller, même si on rappelle que le goal average ne comptant pas, c'est juste les victoires qui comptent, donc on gagne de 1 but ou de 10 buts, c'est pareil. Marseille devait finir le boulot, ils ont fini le boulot 18-7 dans un score quasiment identique à celui du match à Antigone, 16-7, 18-7. Donc sans surprise, avec toujours le turnover imposé par Miloš, et puis un score qui est logique et qui reflète l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Pour donner un peu des statistiques, parce que c'est vrai que le score est large, pas de surprise dans cette première demi. Donc 5-2, 5-3, 4-0, 4-2 dans ce match. À noter donc la présence au niveau étranger, donc Tesanovic, Angal, Spajic et Velotto. Bon match forcément côté Marseille, Angal 2 buts, Kruzia 1 but, Spajic 3 buts, Thomas Vernou 3 buts. Alexandre Bouet, 4 buts, Romain Marion Vernou, 2 buts, Velotto, 1 but, et enfin Andrea Denardi, 2 buts. Côté Montpelliérain, on a Vanderburg, 1 but, Ilya Mustur, 1 but, Thomas Vico-Lambert, 1 but, Charlie Bemrondam, 2 buts en fin de quatrième période. Palantal Irmes, 1 but, Marcel Spilaert, 1 but, voilà pour finir. Ouais, Marseille est dans le sprint final de sa saison, donc ils veulent pas lâcher d'énergie inutile. Il fallait évidemment pas s'embarquer dans un troisième match. Ils vont aller à Olympiakos dans un match, même si on le répète, la qualif est déjà en poche, mais en essayant de grappiller cette première place pour avoir je vais pas dire que Ferencváros est largement au-dessus de Barcelona, mais je pense qu'ils préfèrent quand même jouer Barcelona que les Hongrois. Donc ils ont un déplacement périlleux là-bas avant d'aborder la finale de championnat. J'allais dire Marseille, je pense que sur les 50 dernières années, je crois qu'ils ont raté une fois la finale, c'est en 2018-2019 quand ils avaient perdu contre Aix. Donc la routine, j'allais dire pour eux de cette place en finale avec une demi-finale expédiée vite fait, bien fait quand même. 10 buts, 11 buts d'écart, et puis le suite au match aller, il n'y a pas eu de crainte du côté marseillais. Oui, et puis je pense que tu l'as bien dit, hein, en fait, on a évoqué aussi l'épisode précédent, le but étant de lâcher le moins d'énergie possible pour bien se concentrer donc sur le déplacement d'Olympiakos le 14 mai à 20h. Hein, tous les matchs, je le rappelle, de cette dernière journée se dérouleront à la même heure, donc tous les matchs se déroulent à 20h. Et pour la première place en jeu, et donc Marseille qui avait mis tout en place pour se garder de l'énergie, profiter de son dimanche, contrairement, du coup on va peut-être enchaîner sur la deuxième demi-finale, contrairement donc à Aix-en-Provence et Strasbourg,
qui se sont affrontés en 3 matchs, puisque premier match samedi soir, Aix s'est imposé d'un but sur quasiment, on peut dire, un petit fait de jeu. J'en ai parlé un petit peu dans les interviews en direct à la piscine Yves Blanc. Une exclusion plus un penalty, donc sifflé derrière le ballon, on va dire comme ça. Et donc Taiyo Watanabe en charge de transformer ce penalty, qui a failli être arrêté par Hugo Fontani. La balle roule sur l'eau au fond des buts et ensuite grosse défense aixoise pour préserver ce résultat et du coup se donner la chance de disputer un match 3. Mais avant d'aborder ce match 3, on va revenir sur le match 2. Donc Frédéric. Non, Strasbourg avait fait l'essentiel, j'allais dire, dans cette confrontation où tu reçois en premier et ensuite tu te déplaces 2 fois. Donc, je le répète, qui est pas tout à fait une configuration play-off pour moi. Il fallait évidemment que tu gagnes le premier match à la maison. Strasbourg l'avait fait de manière très convaincante, puisque pas dire que les carottes étaient déjà cuites, parce qu'on va voir que sur le 3e match, les carottes, elles sont jamais cuites. Ils avaient abordé la 3e période en menant 8-2, ils avaient fait un match assez maîtrisé, et puis Aix était revenu, mais que sur la fin. Donc Strasbourg avait fait ce qu'il fallait à la maison, et puis devait arracher une victoire sur les 2 matchs, sur les éventuels 2 matchs qui lui restaient. Et puis Aix de son côté était dos au mur et devait se donner une chance d'accéder à cette belle du dimanche. Et puis ils l'ont fait dans un match qui a été en fait un mano à mano, puisque de mémoire je crois qu'il y a eu un +2 à un moment donné pour Aix, c'était effacé par Strasbourg qui est repassé devant, mais ça a été du +1 -1 en permanence jusqu'au fait de jeu dont tu parles. Et donc Aix s'est offert le droit de jouer cette belle du dimanche. Oui, dans ce match 2, bon, c'était oui, une physionomie un petit peu, je dirais même complètement différente du match aller, puisque déjà sur la première période qui se finit 2 partout, extrêmement beaucoup d'engagement physique dans tout le match, mais tout de suite d'entrée, voilà, ça a été coup pour coup. Je crois que c'est Strasbourg qui marque le premier but, égalisé tout de suite par Aix. Après ça, voilà, ça se tire d'un côté, ça tire de l'autre. Des joueurs qui habituellement, notamment côté Aix, qu'on a un peu moins vu. Watanabe inscrit que 2 pénaltys sur ce match-là. À un moment, il fait un tir pas très bien placé, pas très fort. Derrière, ça occasionne une contre-attaque et but de Strasbourg. Tu l'as dit, effectivement, à un moment, Aix menait de 2 buts, mais voilà, 2 erreurs défensives et tout de suite Strasbourg était à nouveau dans le match. Un match qui a été vraiment indécis tout le long. De toute façon, on le voit au score. Un match d'une belle qualité dans vraiment une piscine en effervescence. Le public a poussé fort son équipe pendant toute la partie. Vous pourrez retrouver aussi pareil un petit peu l'analyse après match de Olivier Chandieu, donc vidéo à retrouver sur Facebook et prochainement sur YouTube. Une belle confrontation, difficile de pronostiquer qui allait gagner ce match. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler un petit peu au cours de ces 2 briefings, mais je trouvais, je veux dire peut-être sur l'ensemble des 2 matchs, un arbitrage complètement différent entre les 2 matchs, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes dans le match 2, contrairement au match 3, mais on y reviendra tout à l'heure. Et des décisions des fois un peu compliquées à suivre. Autant on évoquait des fois en Coupe d'Europe où les coups de sifflet sont francs, on comprend bien ce qui se passe. Là, plusieurs fois, c'était assez hésitant. D'un coup, c'est sifflé d'un côté la faute, et la même faute de l'autre côté n'est pas sifflée. Donc difficile à suivre. C'est que l'arbitrage fait partie du jeu. On n'est pas là pour tirer sur les arbitres. Mais voilà, c'est vrai que dans le bassin, pour les joueurs, c'est difficile de s'adapter. Peut-être le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de fautes sur ce match 2 et que ça a été complètement différent sur le match 3, les joueurs entre les 2 matchs ont du mal à s'adapter. C'était une très belle demi-finale. Il faut pour une demi-finale réussie, il faut un bel écrin d'abord, et le bassin Yves Blanc est un très bel écrin avec un super beau bassin, un plan d'eau magnifique, avec des tribunes plus que bien garnies, puisque on a dit que tu vois, le polo ramène du monde, puisque on a parlé de Marseille qui est souvent plein, qui est plein tout le temps en Coupe d'Europe, voire même en championnat. Aix, c'est plein aussi.
Strasbourg, on l'a mentionné, remplit sa piscine à chaque fois. On a parlé aussi des 400 spectateurs de Mulhouse, donc c'est pas mal. Donc un bel écrin, une diffusion très très bonne, et Aix a eu la bonne idée de proposer le match sur Facebook avec leur production et tout ça, et j'ai trouvé ça très très bien, que ça soit, j'allais dire comme d'habitude, hein, aux commentaires de Frédéric Dossetto et Joyce Lautman, donc tant aux commentaires qu'à la qualité de l'image, avec une incrustation, le score, le temps, et puis quelque chose qui est bien filmé. Alors peut-être que le bassin, la grandeur, la taille de la piscine facilite le travail des caméras, mais en tout cas, donc pour avoir une demi-finale, pour en revenir à ça, donc un bel écrin, une belle diffusion, une belle couverture, et puis deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Strasbourg voulait plier l'affaire en 2 manches, et puis Aix voulait sauver sa peau, puisque tu peux pas être plus dos au mur que ça. Et puis écoute, ça se joue un peu à la fin sur une décision. Je veux pas commenter trop, parce que des fois, c'est vrai que des fois les arbitres font des erreurs, mais des fois il y a aussi des matchs qui sont pas faciles à arbitrer, parce que la part de, je vais pas parler forcément de ce qui se passe sous l'eau, mais la part de ce qui a sifflé entre deux actions similaires, des fois c'est même compliqué pour eux. Donc et je te rejoins, il y a des décisions un petit qui m'ont un peu surprise, mais c'est devenu un sport tellement difficile à arbitrer des fois que on va se ranger un petit peu, j'allais dire, du côté des arbitres. Mais sinon, j'ai trouvé ça. On avait eu Alexandre Dansimoni qui nous avait dit que c'était de l'entertainment, du divertissement, et que les gens venaient pour se divertir et voir un match, etc. Écoute, les gens se sont bien divertis. C'était une belle promotion du polo, un bon état d'esprit, et puis encore une fois, pour que l'affiche soit belle, il faut du suspense. Il y a eu du suspense et un sort de match qui se décide sur une dernière action, donc les gens étaient contents, et puis ça les a invités à revenir le lendemain. Oui, parce qu'on avait une piscine pleine également, et un orchestre aussi qui a mis de l'ambiance pour ce match 3. Mais avant encore de passer au match 3, quelques statistiques. L'homme fort, on avait déjà parlé de lui, surtout en début de saison, et là, sur les matchs importants, il a été là. Vlado Popadic, qui marque 3 buts dans ce match 2, accompagné par Vitran, 1 but, Gardasevic, 1 but, Canovas, 1 but, Misic, 2 buts, et Matis Mas, qui fait une bonne fin de saison aussi, avec 2 buts également. Ouais, j'avais été surpris. Popadic a évolué, je crois 2 saisons, pas plus que ça, à Aix. J'avais été surpris qu'il soit pas conservé, parce que c'est un vrai bon joueur. C'est une pièce maîtresse de l'équipe nationale du Monténégro, où il est titulaire avec un gros temps de jeu. Il avait fait 2 saisons, peut-être la deuxième mi-figue mi-raisin, mais c'est un joueur quand même qui est très intéressant, qui est très très bon à Strasbourg. Toujours un peu difficile de revenir sur ses terres, mais j'ai toujours trouvé ce joueur intéressant, et il aurait été encore plus intéressant sur le match du dimanche, mais non, Strasbourg qui échoue un petit peu, et qui remet Aix dans la partie. Un match plaisant, une bonne publicité pour le polo, un bon spectacle. Tu vois quand même que ça joue, c'est rapide. Aix a un jeu direct en première intention qui est intéressant, qui cherche tout de suite le coup dur, qui temporise pas forcément en attaque, qui cherche tout de suite la solution. Si la solution est là, en fait, il s'embarrasse pas à garder la balle et jouer le chrono. Tente beaucoup. Par contre, une mention quand même pour les gardiens. On dit que le rôle d'arbitre est pas facile, mais le rôle de gardien maintenant, avec toutes ces défenses à l'intérieur, avec des 1, 2, 3, 4, 5 fixations à 5-6 mètres de la cage en avançant, un gardien, c'est devenu super dur de lire les trajectoires. Ça tire fort, ça tire bien, ça tire après fixation. Les gardiens, les défenses défendent de plus en plus bas, et Kandic et Hugo Fontani, sur cette double confrontation, étaient quand même à la hauteur, parce que c'est un rôle qui est de plus en plus compliqué. Il y a plus personne qui joue au pressing. Avant, tu avais une défense sur 2 au pressing, tu pouvais, je vais pas dire te reposer quand tu étais gardien, mais tu étais à peu près tranquille. Là, maintenant, c'est de la zone intérieure, mais super basse, et c'est très compliqué. Tu l'as bien évoqué aussi, pour faire un beau spectacle, il faut 2 bonnes équipes. C'est ce qu'on a eu donc en match 2, et c'est ce qu'on verra après effectivement aussi au match 3. D'avoir des matchs indécis comme ça, c'est bien pour les spectateurs, hein. Il y a vraiment ce suspense. En tout cas, c'était plaisant à suivre à ce niveau-là. 2 bons gardiens, hein. Kandic qui a été à la hauteur, contrairement au match aller. Fontani, toujours, je dirais presque un peu égal à lui-même, hein, qui a été fidèle au rendez-vous, qui sauve des situations
qu'il y a que lui qui peut sauver. Côté buteur, côté Aixois, on a Mathias Bachelier. Donc 2 buts, c'est lui qui a ouvert le score côté Aixois. Enzo Katz, 2 buts, qui a été présent à des moments clés. Alexis Drahe, 1 but. Mathieu Pesson, 1 but, qui met un but aussi important. Kylian Bress-Fernandez, 1 but. Watanabe, 2 buts donc sur penalty. Luc Bertrand Ponte, 2 buts aussi. Et qui a été pas mal à l'origine aussi du retour en fin de match et pour passer devant, puisqu'il met des buts très importants dans le 4e quart-temps et qui permet donc à son équipe de bien rester au contact et à la fin avec Watanabe qui transforme ce dernier penalty de passer devant. Bertrand, un joueur qui avait eu un début de saison difficile, si tu te rappelles, qui était pas au scoring, qui était pas décisif ni à la passe, qui avait des stats assez faméliques et qui avait un impact sur le jeu qui était vraiment pas terrible. Et puis là, écoute, après il y a l'adaptation, la langue, le nouveau pays et tout ça. Là, je trouve qu'il fait une fin de parcours beaucoup plus saignante. Et puis Kandic, on le sait que Aix est tributaire, a besoin d'un grand Kandic pour avoir des grands résultats. Si t'as un Kandic moyen, Aix en sort pas. Donc, écoute, ils ont besoin de ce dernier rempart pour performer. Et samedi soir, effectivement, Kandic a été au rendez-vous. Bertrand, petit défaut pour moi sur Bertrand, c'est que souvent il veut donner la balle à l'intérieur ou au poteau là, et plusieurs fois il s'est fait intercepter. C'est un peu dommage alors que la solution était là, mais bon, point négatif pour lui en tout cas sur ce match. On passe au match 3 du coup, puisque avec la victoire aixoise, ils se sont donné le droit d'avoir une belle à nouveau donc à Aix-en-Provence. Le match avait lieu à 16h et dans un match assez haletant aussi. Surtout la dernière période, Aix a réussi à s'imposer et donc joue à la finale contre Marseille. Donc score final 15-14. Après avoir attaqué cette dernière période, 13-9. Non, c'est ça, Christophe. Alors, autant la première manche a été un mano à mano, comme on l'a dit, avec un coup c'est toi, un coup c'est moi, un but pour toi, un but pour moi. Là, Strasbourg avait fait un petit décroché déjà à 7-4, et puis même à 9-5. Et quand ils ont commencé la dernière période à 13-9, vu la physionomie du match, les équipes étaient très proches. On voyait quand même mal sur une période Aix renverser la vapeur. Pour moi, la clé, c'est que ils sont passés en 55 secondes, puisqu'on est dès l'engagement de la 4e période, ils ont marqué 2 buts en moins d'1 minute. Et là, quand t'abordes le truc 13-9, tu penses que t'as fait le plus dur tout d'un coup, en moins d'1 minute, ça revient à 13-11. Bon, que tu prennes un but, Aix a eu l'engagement, tu mets un but sur la première attaque. Mais ils ont pris ce deuxième but un peu trop rapidement. Et puis, tu remets un peu de l'espoir dans la tête de l'autre. Toi, tu te mets un petit doute quand même. L'attaque d'après, tu te dis, mince, il faut quand même qu'on la mette parce que si tu mets pas, tu te retrouves tout de suite en danger. Aix a eu le mérite d'y croire parce que il a fallu quand même pour eux y croire. Je veux pas dire que Strasbourg s'est déjà vu en finale, parce que je pense pas, parce que 8 minutes c'est long. Mais ils ont été grandement, on va en parler, pénalisés par les fautes, avec un record, je pense, de 7 joueurs à 3 fautes. Ça arrive quand même pas souvent d'avoir 7 joueurs éliminés, ce qui fait qu'on a vu un deuxième bonnet rouge dans l'eau à la fin. C'était le deuxième gardien, mais Olivier nous avait dit quand Olivier Chandieu, quand on a fait l'interview, qu'il avait effectivement un 7-8, voire 9 jusqu'au 9e joueur, c'était d'un haut niveau. Et puis qu'ensuite, ça commençait à tomber dès qu'il faisait rentrer un joueur. Et là, il était obligé de finir le match avec tu perds Petkovic, Gardasevic, Canovas, Denux, Popadic, Mas, je crois aussi. Mas, il me semble. Et donc, il te reste dans l'eau de l'équipe de départ, il te reste Missy du Vitran, et puis après, c'est que les gamins. Donc, Aix a été pénalisé aussi parce qu'ils ont 3 joueurs à 3 fautes, Pesson, Bachelier et Drahe. D'abord 3, c'est pas 7. et puis le banc aixois est peut-être d'un peu de meilleure qualité. Mais Strasbourg finit le match avec 25 fautes graves, ce qui est, pour une seule équipe, ce qui est assez énorme. Et donc, ils ont été décimés. Et ceci explique quand même cela. On peut pas dissocier
on peut pas dissocier le 6-1 de la dernière période avec les joueurs qui ont été éliminés du match. C'est vrai qu'à la fin de la troisième période, Strasbourg avait remporté toutes les trois premières, 4-3, 5-3, 4-3. Donc sans qu'ils se voient en finale, effectivement, bon, il semblait quand même avoir l'avantage. Hein. Moi, à ce moment-là du match, je croyais pas un retour possible, sachant qu'effectivement, même si dans cette dernière période, Strasbourg a été extrêmement sanctionné avec ses joueurs cadres, mais à la fin de la troisième période, Bachelier côté Aix et Drahe notamment avaient déjà pris 3 fautes. Donc on sait que c'est quand même des joueurs importants dans la rotation d'Aix. Avec l'écart du score, ça semblait très mal engagé. Oui, mais attends Christophe, mais début de quatrième, t'as Drahe et Bachelier, je suis d'accord avec toi, c'est joueurs importants. T'as qui d'absent à Strasbourg début de quatrième? Il manquait que Denux, il me semble, à ce moment-là. Donc ça veut dire que ils perdent seulement dans cette période-là, ils perdent tous les autres. Ouais, ils étaient déjà à 2 fautes, mais oui, bien sûr, oui. Gardasevic avait pris rapidement 2 fautes. Après, pendant un moment, il n'a pas joué. Ça a été important, puisqu'il a provoqué pas mal d'exclusions. Il met 2 buts, mauvais bras, aussi qui permet à Strasbourg de prendre l'avantage. Dans cette dernière période, ils ont été complètement débordés, presque il y a une vague de submersive et ils ont coulé à pic, quoi. Après, tu sais, t'as des trucs comme ça où tu penses que t'as fait le plus dur et puis ça revient et t'arrives pas à endiguer le flot parce que il y a des fois il y a des choses un peu inexplicables où tu vois, souvent maintenant on parle de partiel, tu vois, t'as un match qui est à peu près tranquille, 13-9 et tout d'un coup il y a la folie et tu finis à 6-1 dans la dernière. Tu prends 6 buts en une période alors que t'en as pris 9 en 3 périodes. Alors c'est sûr que les joueurs qui te manquent, tu peux pas les remplacer par des genoux qui débarquent dans l'équipe. Mais en tout cas, avant ça, j'ai trouvé un match très intéressant, alerte, avec des beaux buts, avec on va reparler de Popadic, mais avec un récital comme de Popadic et de Petkovic qui ont crucifié leurs compatriotes monténégrins Kandic avec très peu de déchets au shoot. Et je crois que Popadic, il doit être à 5-6 buts et Petkovic pareil. 7 buts Popadic et 5 buts pour Petkovic. Voilà, donc 12 buts à eux deux. J'ai bien aimé Watanabe, s'était un peu empêtré la veille, il avait mis que 2 pénaltys. Là, j'ai bien aimé son activité. C'est un joueur qui a joué 4 périodes sans sortir du tout. Donc c'est dans un sport qui est énergétique comme ça, comme le polo, faut quand même le souligner, un gros coffre. Et puis cette dangerosité toujours qu'il a en attaque parce que c'est un joueur qui a pas du tout peur de prendre sa chance. Il te met le petit but où Fontani dort un petit peu, il pense pas que ça va shooter et donc il met ce but-là, il met la diagonale rebond d'entrée de jeu là, qui est un très beau shoot qui est pas facile à mettre. Ensuite, il met cette petite fixation où il a 3 bras contreurs, il fixe, il arrête un peu sa fixation et puis il finit avec l'épaule en accélérant le mouvement à la fin. On dit que Aix a besoin de Kandic dans la cage niveau défensif pour performer, mais ils ont besoin, on rappelle que Watanabe c'est le meilleur buteur du championnat, donc ils ont besoin que leur buteur soit au rendez-vous. Il a été au rendez-vous. Et puis autour, écoute, ça a été, on peut leur tirer ce chapeau-là parce que écoute, l'abnégation, ils ont pas lâché, ils ont été jusqu'au bout. Et puis peut-être qu'ils se sont dit perdu pour perdu, on va lancer toutes les forces dans la bataille. Et puis je te dis les 2 buts. Il y a les 2 buts du petit Fernandez qui sont très importants dans un angle impossible où il arrive à peu près 2 fois le même shoot. Je sais pas comment il rentre un peu trop, mais bon, ça rentre. Et puis après, si tu commences à -4, au bout d'une minute, t'es à -2. C'est -2, c'est rien. Donc Aix sera en finale. Je pense qu'Olivier Chandieu aura des gros regrets sur la double confrontation quand il regardera les matchs. Mais Aix a eu le mérite d'y croire et puis écoute, retrouvera la finale après celle de 2019. Ouais, alors donc on l'a dit, Popadic 7 buts, Gardasevic 2 buts et Petkovic 5 buts et ça s'arrête là. Donc est-ce que même si bon, il y a eu des gros scoreurs, mais est-ce que ça manque pas un peu d'autres buteurs pour pouvoir l'emporter? Est-ce que justement Strasbourg sur ce match-là ne s'est pas trop appuyé sur ces 3 joueurs? Sachant que les 3 joueurs, effectivement, finissent avec 3 fautes et ne finissent pas le match. Du coup, il n'y avait plus personne pour marquer. Disons que ils ont pris le parti, les 2 équipes d'ailleurs, de jouer avec 2 pointes. T'as déjà 2 joueurs du 7 en moins qui peuvent pas, pas qui peuvent pas marquer, mais qui sont pas à la périphérie plus au gardien. Il te reste 4 joueurs.
Donc sur les 4 joueurs, bah t'en as 3 qui ont marqué l'essentiel des buts. Se reposer, je sais pas, mais après tu sais quand t'es shooter, tu shootes, tu marques, je vais pas dire que tu continues à shooter, mais t'es en confiance, ça fonctionne. Et je pense que Strasbourg a pas vu le danger arriver, et mais nous non plus d'ailleurs, donc on va pas les blâmer, hein, parce qu'on pensait qu'ils avaient vraiment fait le plus dur. Ils avaient vu cette dernière défense fin de troisième où il y a le shoot de Watanabe à 13-9 où tu te dis tiens s'il marque là, il y a peut-être un espoir, mais finalement il marque pas et tu commences à +4 et puis bah en fait les fameux vases communicants où est-ce que tu marques pas toi, l'autre le fait et puis bah tout d'un coup la confiance, l'espoir change de camp, la confiance, le doute, tout change de camp. Et puis bah souvent dans ces cas-là, bah t'es crucifié un peu à la fin et ce qui a été le cas pour Strasbourg qui s'est retrouvé mené quasiment une fois et puis bah qui a pas réussi à obtenir la séance de pénalty en égalisant et j'avais dit que c'était pas facile de gagner 2 fois de suite à la maison coup sur coup en l'espace de 2 jours. Je le maintiens. Bah écoute, Aix a réussi à faire ça et bravo à eux. Après, on avait un match dans le match, hein, Popadic, on l'a dit, donc 7 buts, et de l'autre côté, Watanabe, 7 buts aussi, et dont, à un moment, il se fait arrêter un penalty par Hugo Fontani, et bah, il a quand même continué à attaquer, tu l'as dit, il doute pas beaucoup, par rapport au match 2, bon, il avait dit que 2 buts sur penalty, et puis des shoots pas du Watanabe habituel. Et là, bah, je pense qu'il était déjà bien remonté contre lui-même et donc sur ce match-là, il a performé. Et puis c'était pas évident hein, après avoir manqué ce penalty. Enfin, c'est pas manqué d'ailleurs, c'est plutôt aussi arrêté par Hugo Fontani. Hein, il faut le souligner aussi. Bah, derrière, il en a eu d'autres et il a su les marquer aussi et marquer des buts plus qu'importants. Et c'est vrai qu'après. Côté Aixois, on a donc Mathias Bachelier qui met un but, Enzo Katz 2 buts, Kylian Brest-Fernandez 2 buts, dont ces 2 buts qui permettent de revenir à -2 en tout début de 4e période, Bertrand avec 2 buts et Tom Béteille avec un but. Et Bertrand à nouveau qui s'est réveillé entre guillemets en 4e période au moment le plus opportun et qui marque des buts importants et surtout des beaux buts aussi. Mais tu sais, alors même si Aix n'avait pas gagné, ils auraient eu le match pour la 3e place, la confrontation contre Montpellier. Mais c'est un peu les matchs des dernières fois. Hein. Ça sera la dernière fois de Watanabe puisqu'il part à Barcelone. C'est la dernière fois d'Enzo Katz puisqu'il raccroche le bonnet. C'est la dernière fois de Mathieu Pesson puisqu'il raccroche le bonnet aussi. Et ça sera la dernière fois d'Alexandre Simoni. Donc en fait, peut-être que cette énergie du désespoir de se dire mince, on va pas s'arrêter comme ça par une défaite à la maison. C'est toujours chiant de perdre des matchs comme ça décisifs à la maison. Peut-être que ça les a galvanisés et puis quand même aidé par le Strasbourg a fini décimé quoi. Strasbourg a fini avec Misic quand tu lui permets plus de tourner non plus parce que il doit faire il peut pas être soulagé, il doit faire toute la période, c'est pas on avait dit que c'est pas quelqu'un, il est phénoménal en pointe, j'ai encore vu des mouvements où il va à 2000 à l'heure malgré il a l'impression qu'il est un peu pâteau, un peu lourd et tout ça mais balle en main ça va à une vitesse. Et puis bah ils ont été un petit peu c'est difficile pour lui nager puis bah après t'intègres des jeunes, c'est difficile de lancer au feu comme ça des gamins qui n'ont pas l'habitude non seulement de jouer et d'avoir des responsabilités à ce niveau de jeu là donc écoute voilà ça sera une finale des Bouches-du-Rhône entre Marseille et Aix. C'est la première fois que ça arrive hein. Aix quand ils étaient qualifiés, ils avaient affronté Strasbourg en finale. Marseille, ça leur fera du jus en plus parce que ça leur fait un déplacement juste à côté au lieu d'aller à l'autre bout de la France. Et puis voilà, Marseille partira évidemment largement favori. Ils avaient gagné les 2 confrontations, 9-6 à l'aller et puis je sais plus combien au retour, mais nettement. En tout cas, c'est une saison réussie. Aix avait fini 3e l'année dernière. Ils finiront au pire 2e cette année. Et puis, bah, ça nous fera une médaille de bronze à se disputer entre Montpellierin et Strasbourgeois. Bah, l'histoire, presque, comme tu l'as dit, hein, l'histoire presque pour Aix-en-Provence ne pouvait finalement pas être plus belle, en tout cas pour accéder à cette finale. Alexandre, dont Simoni nous en parlait dans l'épisode, où il disait, ben, pour finir ma carrière d'entraîneur principal, ben, j'aimerais bien pouvoir disputer une finale contre le Cercle où tout a commencé pour lui. Ben, finalement, voilà, le scénario du championnat français
a écrit, on va dire peut-être une belle page avec tous ces joueurs qui quittent Aix-en-Provence. Au basket, on avait eu un reportage qui s'appelait The Last Dance sur les Chicago Bulls avec le dernier titre de Michael Jordan et Scottie Pippen. Ben là, on a The Last Dance du côté aixois. Bon, après, là, je pense quand même que Marseille est plus que favori quand on voit les belles performances qu'ils font et qu'on est quand même bien derrière eux pour le Final Four. Et je pense que à choisir, je pense qu'ils préféreraient gagner le Final Four que de gagner le championnat de France. Ouais, mais et alors par contre, il va y avoir, il faudra que Marseille fasse attention quand même au calendrier parce que ils vont à Olympiakos donc le 14 mai. le 14 mai et le premier match de la finale qui aura lieu à Aix. Alors toi, tu m'as parlé du 16 mai qui est un vendredi, ce qui m'étonne quand même parce que ça voudrait dire que le 14 mai à Olympiakos, ils voyagent le 15 pour revenir. Je les vois difficilement jouer dès le 16 à l'extérieur, même s'il n'y a pas de déplacement, même si c'est pas loin. Écoute, on verra, mais il faut enchaîner. Hein, ils ont réussi à enchaîner, mais il faudra digérer Olympiakos. Si c'est une victoire Olympiakos, c'est fabuleux. Ils sont premiers de la poule. Ah bon, bah si c'est une défaite, ils seront quand même qualifiés. Hein. C'est pas le souci. Mais ensuite, il faudra aller jouer à Aix, qui aura le couteau entre les dents. Même s'il y a un écart quand même entre les deux équipes, il faudra se méfier quand même. C'est une finale. Hein. Une finale, ça reste toujours un match. Je me rappelle de ce match où Noisy avait un effectif quand même solide, en tout cas un set très solide. Mais Marseille, qui était favori, avait dû quand même grandement s'employer pour battre Noisy. Et une finale, ça reste quelque chose de particulier, même si le fait que ça se joue pas au goal average, je pense, avantagera les Marseillais, parce que je vois quand même pas, pour être champion, Aix devra gagner au moins une fois à Marseille, et je les vois pas quand même aller gagner une fois là-bas. Donc, ballottage très favorable quand même pour Marseille dans cette confrontation. Oui, oui, et donc pour continuer un peu dans les infos par rapport à ces dates, effectivement, on a des informations contradictoires, donc savoir si ça se passera le 16 ou le 17 mai pour le match aller, et le match retour et éventuellement le match d'appui devraient se dérouler quant à eux le 24 et 25 mai, mais par contre peut-être aussi à voir, puisque juste après Marseille se déplacera à Malte pour le Final Four, et donc pareil, s'ils laissent trop de jus dans la finale, ça peut leur être préjudiciable. Donc est-ce qu'il va y avoir une modification de calendrier ou pas? Ben ça, on sera attentif pour regarder ça de près et voir quelles seront les dates. Juste quand même avant de basculer sur la Nationale 1, Strasbourg avait mis quand même pas mal de chances de son côté. En tout cas, s'était donné les moyens de remporter cette demi-finale, puisqu'ils avaient fait le déplacement dès le mercredi à Marseille. Ils se sont entraînés à Marseille plusieurs jours, et aussi contre Marseille pour préparer ce match-là. Donc ça fait sparring partner des deux côtés. Et finalement, Aix s'impose au prix de ces deux matchs, deux fois match plus que serré. Le score final, un but à chaque fois, même si la physionomie de ce troisième match était vraiment différente. Et il y a à la fin de la troisième période, je pense qu'il y avait pas beaucoup de monde aurait parié sur la victoire aixoise, hormis peut-être eux, puisqu'ils ont su renverser la table et s'imposer, et du coup prendre la direction de la finale. Avant de parler de la N1, il faut que tu fasses Reims. Hein. Eh bien, effectivement, on oublie un match. On oublie un match avant de basculer sur la N1. Effectivement, on avait un match pour jouer la 5e et la 6e place. On se pose beaucoup de questions sur l'intérêt de ce match, puisque voilà, sachant que les deux équipes disputeront la Coupe d'Europe, la même Coupe d'Europe. Quel intérêt, surtout que là, en plus, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent sur ces matchs-là, puisqu'il n'y aura pas de match d'appui suivant le résultat du deuxième match, puisque 7 s'est imposé donc à domicile 15-7, et que c'est le goal average qui va compter. Donc là, Reims a hypothéqué ses chances de remporter la série, et du coup, quid du classement, où 7 deviendra 5e et Reims 6e. Il y a tellement peu d'intérêt, on s'excuse pour les équipes, parce que bon, les équipes ont joué, mais il y a tellement peu d'intérêt qu'on oublierait que ce match avait eu lieu. À noter quand même que Do Carmo a pris part à ce match, assez étonnamment, puisqu'il avait pris EDA et carton rouge au dernier match.
Et il a quand même pu donc disputer ce match. Et aussi, on avait Rossi dans les buts sétois et qui a été auteur apparemment d'un très grand match. Ouais, Christophe, que dire moi, je m'étonne de la pertinence et j'aurais savoir qui prend ces décisions-là, pourquoi, dans quel but. Alors, un playoff, c'est fait pour déterminer le champion, donc d'un championnat national. Effectivement, le quatrième, alors ça n'existe pas en football, mais le rugby, le basket, le volley, le quatrième d'un championnat ou le sixième, ça dépend de jusqu'où tu vas, peut gagner un championnat. Et donc, il y a des playoffs pour déterminer un champion. Et tu as des playdowns aussi pour déterminer qui va éventuellement descendre, qui va monter. Enfin, on connaît tous ça. Mais là, un ventre mou de championnat où tu as un cinquième qui a gagné au bout de 14 journées sa place de cinquième dans le bassin, qui est en plus un résultat historique pour Reims. On connaît les difficultés de Reims. Ça leur garantit une place en Coupe d'Europe. Et tout d'un coup, tu leur dis, les gars, la saison, elle est pas finie. Il va falloir vous taper un match contre 7 pour déterminer encore à nouveau qui finit cinquième et sixième. Mais ce résultat-là, il a déjà été déterminé dans l'eau. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ce n'est... Et d'ailleurs, je pense que... J'ai pas vu le match, mais je pense que Reims a un peu balancé le match. 15-7, c'est pas ce qui s'est passé pendant la phase régulière. À part faire dépenser 3 ou 4 000 balles à une équipe pour descendre, voire même prendre des risques, parce qu'à mon avis, ils ont dû faire l'aller-retour dans la journée pour éviter des frais. Je veux pas critiquer pour critiquer. Je veux juste comprendre qui prend cette décision-là. Est-ce que les clubs sont consultés? Au nom de quoi? Est-ce que cette décision, est-ce que cette particularité de règlement est dans le règlement de la Fédé? Est-ce que c'était déjà inscrit dans le règlement au début de la saison? Parce qu'on n'en est pas à une fois près où les règlements ils changent en cours d'exercice. Je fais des comparatifs toujours avec le sport universel qui est le football. Actuellement, est-ce que tu vas rejouer un Strasbourg-Lyon? Strasbourg finit devant Lyon, puis tu leur dis en fait votre place en Coupe d'Europe, vous allez peut-être, on va refaire un match aller-retour comme ça, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Je comprends pas des fois les décisions qui sont prises par nos têtes pensantes, et je vois pas la pertinence d'organiser ce genre de match-là. Ils y sont et il y a un match retour donc qui se jouera. En plus, Christophe, excuse-moi, les deux équipes jouent la même Coupe d'Europe. Hein. Donc en fait, Oui. alors à la limite c'est mieux parce que si en plus le fait de redistribuer les cartes avait fait faire une moins prestigieuse Coupe d'Europe, j'allais dire à Reims, t'as la Champions League, l'Eurocup et la Challenger Cup. Mais en fait, ça n'attribue pas une place supplémentaire en Coupe d'Europe. Ça attribue la même place que le copain en Coupe d'Europe. Donc, pourquoi ne pas se baser? Parce que si tu continues la logique, à ce moment-là, il fallait faire aussi un match Taverny-Nice pour savoir qui va finir dernier. T'as un championnat à 8, donc tu essaies de déterminer qui va être champion avec les 4 premiers. Les 5-6 du milieu, va jusqu'au bout de ta logique et fais un match 7e contre 8e qui sert aussi à rien parce qu'il n'y a pas de descente. Et voilà. Donc, écoute, s'il y a quelqu'un qui peut nous apporter des réponses, mais il va falloir être persuasif parce que là, je vois pas du tout à quoi ça sert. Hein. Ce match, après aussi, dans son résultat, nous laisse un peu perplexe. Hein. L'écart est important, donc effectivement, peut-être que Reims a bouclé son obligation et qu'ils sont venus. Bon, ils sont venus qu'à 12. Ça fait plusieurs matchs qu'ils étaient que 12 aussi, mais là, voilà, ils ont peut-être fait un aller-retour vite fait. Il y avait 10-4 à la mi-temps, donc ça s'est même creusé après, hein, 12-4. Donc 3-3 dans la dernière période, un peu étrange, voilà. Et Do Carmo, qui marque 4 buts quand même dans le match. Hein. S'il n'avait pas été là, peut-être que ça aurait pu changer la physionomie aussi de ce match-là. En tout cas, match retour le 17 mai à Reims. On passe à la dernière journée du coup de National 1, donc 22e et dernière journée. On savait que Douai était déjà champion, il se déplaçait à Bordeaux. Et on l'énonçait dans l'épisode précédent, allait-il réussir à finir invaincu? Eh bien non, ils y sont pas arrivés, ça s'est joué au tir au but, et Bordeaux s'impose 14-12 au tir au but, après un score donc de parité 11 partout. Alors, ils auront fini invaincus dans le temps, j'allais dire réglementaire, mais le règlement fait que maintenant il faut décider d'un vainqueur avec les pénaltys, donc ils auront pas en tout cas fait le carton plein de 3 points par match. Ils avaient, je pense, dignement et grandement fêté à juste titre leur titre d'avant. Je voulais avoir une pensée pour Romain Harissard qui
a été l'architecte. Quand même, ce club a vécu quand même deux. Alors je mets pas évidemment les événements sur le même plan hein, d'égalité, mais une descente administrative avec presque une possible disparition du club et puis les bonnes volontés se sont mises autour de la table pour essayer de rebâtir quelque chose. Et donc Romain Rissard était le chef de ce projet. Et puis Romain a perdu la vie dans des circonstances tragiques, comme on le sait, il y a pas longtemps. Et puis écoute, le club a essayé a réussi à trouver les ressources nécessaires pour continuer sa marche en avant. Je ne remets évidemment pas en question le succès du coach actuel, mais il m'en voudra pas si je dis que la pérennité quand même initiale du projet revient à Romain et on pouvait pas finir cette saison magnifique de Douai sans avoir une pensée pour un joueur qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Un entraîneur, pardon, aussi. D'ailleurs, leur titre lui est entièrement dédié. La célébration collective l'a mis en avant en scandant son nom. Il y avait une photo sur leur page Facebook aussi qui était avec un montage que j'ai pu reprendre dans une publication, donc en parlant de l'histoire du club de Douai, qui me semble important à mettre en avant, avec effectivement cette descente, cette reconstruction. L'entraîneur actuel qui est Jérôme Nico, et qui sera, ça avait été annoncé, il me semble aussi, hein, remplacé par le retour de Yann Clé, qui retourne à Douai. Et donc, est-ce que Jérôme Nico, je crois qu'il avait été d'ailleurs pendant une époque son adjoint, il me semble, qui va céder sa place après ce titre. Et si on prend effectivement que le temps réglementaire, une saison invaincue, même si à la fin, au tir au but, Bordeaux a réussi à s'imposer. Non, et puis c'est bien que Yann Clé, qui est un pur produit douaisien, enfin Jérôme Nico aussi, mais reprenne le flambeau de son ami et puis retrouve, lui, il avait été adjoint à Marseille, il a entraîné Strasbourg, ça s'était fini à Strasbourg, et puis écoute, il retrouve un banc en élite, c'est très bien. On est très content de revoir Douai dans l'élite, et puis on est content aussi de voir que Bordeaux d'abord a joué le jeu jusqu'au bout et puis finit sur un résultat je veux pas dire de prestige, mais c'est bien de s'étalonner. Et si Douai est au niveau l'année prochaine en élite, Bordeaux le sera aussi, puisque ça nous donnera au moins un championnat avec 10 équipes, en croisant les doigts pour Reims. Mais Bordeaux a fait une belle saison dans le sillage de Douai, et puis finit cette saison-là magnifiquement. Une petite pensée pour notre ami Patrice Pecker, douaisien de naissance, enfant des Glacis, et puis depuis maintenant 15-20 ans à Bordeaux, donc qui avait certainement le cœur un petit peu partagé. Et puis Pierre-Marie Linchenot aussi, qui œuvre dans ce club multisport qui est l'Union Saint-Bruno, qui vont retrouver l'élite en espérant un meilleur exercice que la première année où je pense qu'ils sont montés une année où l'élite était la plus forte qu'il y ait jamais eu. Et ils avaient pris des volets toutes les semaines. Mais là, écoute, ils pourront un peu plus batailler, même si la marche est grosse entre les deux divisions. Mais écoute, on suivra ça de près en prochain. J'espère qu'au niveau du suspense, on aura un championnat, malgré le niveau en baisse du championnat élite, hein, qu'on a évoqué plusieurs fois, qu'on aura quand même un championnat qui nous réservera du suspense à tous les niveaux. Et du coup, quand même, cette journée 22 a été assez particulière, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de matchs serrés. C'est la première fois depuis qu'on fait ce podcast et depuis le début de saison que on a si peu d'écart entre toutes les équipes. Donc pour commencer, donc un peu se dérouler. Donc on a déjà parlé Bordeaux-Douai. Donc le deuxième match, Racing qui recevait Givors, et Givors qui s'impose à l'extérieur 13-10. Les Racingmen avaient à cœur d'essayer de bien finir la saison pour la 7e place, et finalement c'est Givors qui s'impose. Givors qui aura gladé plus de points à l'extérieur qu'à la maison cette année et qui fait une belle fin de saison en s'imposant au Racing. Troisième match duel des derniers du classement, Moulins qui accueillait Thionville, et Moulins qui finit donc par une victoire 17-14. Les seuls points qu'avait glané Thionville depuis le début de la saison, c'était en battant Moulins à la maison à Thionville. C'était le duel de tout en bas du classement, et Moulins s'impose. Moulins n'a pas eu beaucoup, Thionville non plus, mais de motifs de satisfaction cette année, pas grand chose à se mettre sous la dent.
mais ils recevaient Thionville, il leur fallait gagner, ils l'ont fait. Écoute, dans un match 17-14, un match assez serré tout de même. Et puis, bah, écoute, Moulins finit sur une bonne note. Quatrième match, Saint-Jean recevait Mulhouse et Mulhouse s'impose à l'extérieur 12-10. Un match serré aussi, hein, quand on connaît la qualité, malgré tout, de l'effectif mulhousien, qui s'impose difficilement à l'extérieur, grâce notamment à une dernière période 4-1. Ouais, on avait parlé la semaine dernière de ce déplacement de Mulhouse à Saint-Jean qui était combiné. Donc, on avait 3 équipes avant cette journée qui avaient 39 points. C'était Arnes, Mulhouse et Livry-Gargan. Vu qu'il y avait une confrontation entre Arnes et Livry, Mulhouse pouvait tirer les marrons du feu, j'allais dire, et en s'imposant à Saint-Jean et consolider leur 4e place. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait en tremblant parce que comme tu dis, il y a 4-1 dans la dernière, ce qui fait que Saint-Jean avait abordé Saint-Jean finit assez bien la saison et avait abordé la dernière période en étant devant au classement. Les Mulhousiens, un dernier coup de collier, ont réussi à passer devant et à prendre 3 points qui est très important pour eux dans le gain de la 4e place. 5e match, duel des promus, Monaco qui se déplaçait à Choisy-le-Roi et qui s'impose aussi difficilement terre parisienne, 15-13. Ouais, très difficilement. Le match aller avait été une formalité. Je crois qu'il y avait eu 20-10, un truc comme ça. Et puis, écoute, Choisy fait. On avait dit que Choisy faisait une bonne saison. Je réitère ce que je dis parce que ils ont mis 5 équipes derrière eux dans ce championnat. Donc, on pensait pas Monaco se prendre les pieds dans le tapis. Alors, ils l'ont emporté, ce qui est le principal, mais avec de grandes difficultés. Choisy menait même fin de deuxième, a vendu très chèrement sa peau. Et puis Monaco, je vais pas dire à l'expérience parce qu'ils sont jeunes, mais a réussi à se sortir des griffes parisiennes et à emporter un succès qui, eux, ils peuvent pas finir mieux que 3e, donc ni pire que 3e. Ils sont scotchés à cette place-là, mais il fallait quand même finir le championnat correctement et ils sont allés l'emporter en région parisienne. Et enfin, dernier match, Arnes qui recevait Livry-Gargan et victoire de Livry-Gargan à l'extérieur, 12-11. C'était le match, donc on avait dit les fameuses 3 équipes avec 39 points. Match en petit bassin à Arnes. Livry est une équipe de petit bassin aussi. On sait l'importance quand même des tailles de bassin dans les résultats de certaines équipes. Livry qui avait perdu à Saint-Jean, donc qui avait quand même fait un faux pas que les autres n'avaient pas fait à Saint-Jean. Écoute, va l'emporter à Arnes. Je pense que ça leur laissera quand même quelques petits regrets cette défaite à Saint-Jean, puisque écoute, ils sont toujours à 42 points avec Mulhouse, donc ils sont à égalité. Mulhouse est toujours devant au goal average général, plus 70 contre plus 56. Livry a bien réagi après les 2 défaites successives, que ce soit à Monaco et à Saint-Jean. Ils se sont remis dans le bon sens et en l'emportant à Arnes, où c'est jamais facile. Monaco a eu du mal à Arnes. Arnes, c'est toujours une terre où il est difficile de s'imposer. Ce qui nous donne un classement final de cette Nationale 1. Douai premier avec 64 points, deuxième Bordeaux 60 points, troisième Monaco 49 points, Mulhouse donc qui a réussi à prendre cette 4e place 42 points au goal average, on vient de le dire, 5e Livry-Gargan 42 points, 6e Arnes du coup qui est descendu au classement et qui a fait une belle saison, hein, on l'avait dit plusieurs fois, 7e Racing Club de France 23 points, 8e Choisy-le-Roi 22 points, 9e Givors 20 points, 10e Saint-Jean d'Angély 14 points, 11e Moulins 13 points et pour clôturer ce championnat, 12e Thionville avec 2 points. Pour finir cet épisode, quelques résultats au niveau européen, notamment en Croatie où Jug, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est la première fois depuis bien longtemps qu'ils ne disputeront pas la finale du championnat croate, puisqu'ils ont été battus Mladost. Côté italien, on aura une finale Recco-Brescia. Brescia qui s'est imposé avec un match 1-2-1. Et pour retrouver une formule un peu identique à la nôtre, j'ai fait quelques recherches et en Allemagne, ils jouent de la même façon que nous, c'est-à-dire qu'ils ont premier match chez le moins bien classé et ensuite match 2 et match d'appui si besoin chez le mieux classé. Ouais, écoute, la finale Recco-Brescia, ça doit être la même depuis, je sais pas depuis combien de temps, Savone ou Posillipo
a réussi, parce que je crois que c'est les deux derniers, a réussi à s'incruster dans une finale autre que Recco Brescia, mais à mon avis, on doit pas être loin des petites vingtaines d'années, je pense. Je vois pas d'autre équipe qui a fait une finale depuis. Il y avait aussi la finale de l'Euroleague féminine avec un duel espagnol entre Sabadell et Saint-Andréou. Et Saint-Andréou a gagné l'Euroleague contre son voisin barcelonais, donc une finale 100% espagnole. Les Espagnols sont championnes olympiques, ont été championnes olympiques à Paris et donc présentent deux équipes en finale de la plus prestigieuse des compétitions. Voilà. Oui, et pour compléter, donc les deux autres équipes qui étaient à ce Final Four, donc qui avait lieu en Grèce, c'était Olympiakos et Ferencváros. Exactement. Une grosse ambiance dans la piscine grecque. Ouais, l'Olympiakos qui était à domicile, mais écoute, le polo espagnol féminin et masculin fonctionne très bien, donc Saint-Andréou, je pense que c'est leur première. Sabadell était un club qui a dominé longtemps, mais Saint-Andréou, ça doit être la première Champions League et écoute, polo espagnol qui se porte bien. Ouais, et une dernière statistique quand même aussi, Saint-Andréou a gagné à chaque fois en coupe dans des matchs un peu de style coupe contre Sabadell. Par contre, Sabadell en championnat arrive à battre Saint-Andréou, mais cette fois-ci, sur la Champions League féminine, c'est Saint-Andréou qui s'impose. Un dernier mot pour les filles. On a notre Emma Vernou nationale, puisque chez les Vernou, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles. Notre Emma Vernou nationale qui, après les Jeux Olympiques de Paris, est partie faire une fac à Hawaï. Il y a pire, qui a été nommée Freshman of the Year. Donc, sur les 4 années de fac aux États-Unis, la première année, vous êtes freshman, une espèce de rookie. Et puis, comme les Américains aiment bien toutes les classifications, les machins, etc., elle a été élue Freshman of the Year. Donc, on voulait faire un petit focus aussi sur Emma, en espérant que tout se passe bien pour elle à l'autre bout du monde. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter dans notre podcast et qu'il pourra nous parler de son aventure américaine suite à cette aussi nomination. On arrive à la fin de cet épisode et on espère que ce débriefing de match et cette clôture de National 1 vous aura passionné autant que nous et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Merci, ciao. Free audio post-production by alphonic.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.